It's time. On passe souvent notre temps à critiquer le troisième volet des Tortues Ninja sans jamais vraiment comprendre ce qui s'est réellement passé. L'idée prometteuse d'orienter son action dans le Japon féodal, amenant une sorte de retour aux sources pour les tortues. Je pense qu'il est grand temps d'en faire une analyse et que je vous expose enfin ce qui n'a pas fonctionné avec ce film. En nous replongeant dans le contexte de sa sortie, l'orientation d'un scénario original et bien sûr les mauvaises décisions qui ont amené le film à être boudé par la presse et les spectateurs. Faisons donc un point sur le contexte. Le troisième volet des Tortues Ninja arrive après un accueil mitigé du deuxième opus. Ayant pris une direction artistique différente du premier volet, se voulant être beaucoup plus immature et forcément moins iconique si je rationalise. Mais ça à la limite, je vous l'expose déjà dans ma vidéo sur la direction artistique des Tortues Ninja 2, influencée par le regard des parents à l'époque. Donc si on fait un troisième opus, on doit forcément voir les choses en grand, avoir un projet original et pourquoi pas se démarquer de quelque chose qui existait déjà en dessin animé et en comics. Un cahier des charges audacieux, mais aussi extrêmement risqué. Car si le projet veut pouvoir proposer une histoire qui sorte du lot, le point essentiel autour de la direction artistique est malheureusement toujours dans l'idée de cibler un jeune public. On note donc la première erreur du film. Ne retenant pas alors les leçons de l'opus précédent et ne s'appuyant pas non plus sur l'élément clé qui a fait du premier opus un véritable succès. Toutefois, on note quand même une certaine volonté de faire quelques clins d'œil au premier volet en refaisant revenir Elia Scottis dans son rôle de Casey Jones. D'ailleurs, parlons-en de la production. Comme je vous le disais, la New Line veut miser sur une histoire originale pour donner un nouveau souffle aux tortues. Mais cette fois-ci, elle veut prendre son temps. Ayant sorti le deuxième opus seulement un an après le premier, cette fois-ci, les équipes s'accordent une année supplémentaire pour prendre le temps de fournir une œuvre de qualité. Ce qui nous amène à la deuxième erreur du film, écarter de la production le Jim Henson Creature Shop. Jim Henson ayant été un élément clé dans la phase de réalisme amenée à l'écran pour les deux premiers volets de la franchise, les tortues étant bluffantes à l'époque, que ce soit dans leur expression de visage et principalement dans les combats. Mais alors, qu'est-ce qui pousserait la production à écarter une équipe gagnante qui a pourtant fortement favorisé le succès du premier volet et une partie du deuxième opus? Oui, vous avez tout à fait raison, le pognon. Est-ce qu'on dit encore pognon maintenant? La New Line cherche alors un studio capable de produire près de 70 costumes de tortues mutantes en respectant un budget précis de 2,7 millions de dollars. Ce qui, bien sûr, était bien en dessous de ce que Henson pouvait proposer. C'est donc la société All Effect Company qui va être retenue, acceptant de s'aligner au budget. Mais le budget est toujours un sujet délicat dans la mesure où il oblige un certain compromis et en l'occurrence celui de la qualité. Sachant que l'action se déroule au Japon féodal, cela engageait aussi un budget supplémentaire pour des costumes et des décors de l'époque. D'ailleurs, parlons-en du résultat des costumes. Déjà quand on regarde les deux premiers opus, on a un certain respect dans la morphologie du visage des tortues. Les quatre frères arborent leur propre visage, reconnaissable, même si leur bandana était de même couleur. Un choix artistique qui accentuait la personnalité des tortues, mais surtout qui leur donnait du caractère. Avec ces nouveaux costumes, les visages sont beaucoup plus similaires, et minimisent donc leur caractère. Et là vous pourriez me dire, ouais, ils chipotent, il y avait quand même quelques différences, mais n'oubliez jamais une chose les amis, le diable se cache dans le détail. Et si c'était que ça le problème, je ne reviendrai pas dessus. Les jonctions des costumes au niveau du corps sont assez voyantes, et lors des combats, les cascadeurs portent des costumes avec des têtes sans animatronique. Bon, sur le principe et techniquement, c'est assez logique. Mais l'aspect figé des visages donne un résultat plus que discutable, et désamorce bien sûr l'immersion que nous pourrions avoir dans le film. Et pour les plus assidus, vous avez dû voir que même pendant certains combats, les tortues font leurs répliques, sauf que les lèvres, eh ben elles bougent pas. Oh, ça, viens le bouffer. Oh, mais tu tiens pas de tout. Et touche-toi ton pouce. Et ce mouton, décrochez le mouton. Sur la nuque, demi-tour, dans les dents, encore toi. Hop, c'est ta gifle. Et enfin, le choix de placer l'action du film au Japon féodal amène bien sûr l'élément scénaristique étant le seul possible pour justifier que l'action se passe à cette époque, le voyage dans le temps. Alors vous connaissez mon amour pour le voyage dans le temps et à quel point c'est casse-gueule scénaristiquement à construire. D'ailleurs, j'en avais même fait une vidéo où je vous expliquais un petit peu la difficulté d'instaurer des règles de voyage dans le temps dans les films. Et là, les Tortues Ninja, comment vous dire ça
c'est compliqué. Le voyage dans le temps doit bien sûr établir une règle précise, claire, avec une démarche scientifique. Ce qui nous amène à la troisième erreur du film, la règle établie pour le voyage dans le temps, qui est sûrement la pire. April rentre de voyage et rend visite aux tortues avec des cadeaux à leur offrir. Parmi la liste, elle achète un vieux sceptre pour Splinter qui se révèle avoir des pouvoirs magiques, pouvant alors faire voyager dans le temps. Alors qu'April est en train de tenir le sceptre, celui-ci s'allume accompagné de quelques éclairs dans la pièce. Puis voir apparaître dans ses vêtements un homme alors inconnu qui se révèle par la suite être le prince Kenji, arrivant du Japon de 1602. Donc a priori, ce qu'on pourrait se dire, c'est que pour voyager dans le temps, il faut que deux personnes tiennent le sceptre au même moment. Au même moment. Voyage dans le temps. Au même moment. Donc si j'ai bien compris la règle, si à chaque fois que quelqu'un touche le sceptre quelque part dans le temps, il prend sa place. Bon sang, mais c'est bien sûr élémentaire minus. Ouais, c'est déjà le bordel. Et toujours à première vue, on constate que le voyage en question est le résultat d'un accident suite à une association de plusieurs facteurs alignés au même moment. Un accident, plusieurs facteurs. Ce qui veut dire qu'il est techniquement impossible de programmer un voyage dans le temps avec ce sceptre. Quand soudain, on peut potentiellement se dire qu'on va avoir une autre explication, d'autant plus que les tortues vont forcément devoir partir dans le passé pour sauver April, qui pour le coup se trouve en bien mauvaise posture, étant prise pour une sorcière qui a capturé le prince à son arrivée. Bon après sur le principe, c'est pas toujours déconnant de miser sur quelques coïncidences pour que ça roule avec le scénario. J'y viens. On aurait pu avoir par exemple une sorte d'incantation sur le sceptre qui, lue à voix haute, permet d'ouvrir ce fameux passage temporel. On aurait pu mettre un truc comme ça. Par exemple. Et la coïncidence aurait voulu que Kenji, ayant le sceptre en main, soit inspiré en même temps qu'April après avoir lu l'incantation également. Donc si on simplifie un petit peu comme ça, on pourrait se dire que les tortues auraient besoin de faire de même pour pouvoir partir au Japon de 1602 et pouvoir un peu se concentrer sur une autre intrigue, par exemple le sauvetage d'April, plutôt que de se concentrer sur la manière dont retourner dans le passé et rentrer dans le présent. D'autant que le voyage dans le temps cherche à justifier de pouvoir organiser l'action du film dans le Japon du Moyen-Âge. Et n'est pas censé être à la base le climax du film. Et en s'allégeant des règles de voyage dans le temps, l'élément central du film aurait pu se concentrer sur le sauvetage d'April et des villageois et pouvoir rentrer par la suite à New York en toute tranquillité. Et pouvoir se concentrer aussi sur les notions de bien et de mal que le présent peut apporter au passé et avoir une espèce d'influence sur le passé qui aurait pu être transcrite après au présent. Comme Marty McFly quand il retourne dans son présent et qui constate que sa famille a évolué parce que son arrivée a eu un impact sur le présent. Mais bon, on va pas se faire chier à faire simple, hein. Autant faire compliqué. Le scénario va se concentrer du coup sur l'enjeu du voyage dans le temps en ajoutant des éléments bien trop spécifiques. Des éléments qui sont impossibles à rationaliser et surtout à coordonner entre les deux époques différentes. Et à défaut de se rajouter des difficultés, le pire, c'est que le film les assume totalement et assume totalement le fait que c'est du grand n'importe quoi. Je m'explique. Selon les règles établies par le film, pour voyager dans le temps, il faut que chaque personne ait la même taille, le même poids et doit tenir en même temps le sceptre pour déclencher et pratiquer l'échange. En même temps. Voyage dans le temps. En même temps. D'ailleurs, c'est Donnie qui va réussir à trouver tous ces éléments en scannant le sceptre. Scannant le sceptre, il a eu la notice et toutes les règles. La masse déplacée est forcément égale. Hé, t'as pigé Roger. Donc si les tortues veulent pouvoir partir sauver April, il faut que 4 personnes tiennent le sceptre dans ce point du temps et que les 4 tortues fassent de même en même temps. En même temps. Voyage dans le temps. En espérant que 4 personnes d'une autre époque ne tiennent pas le sceptre, quitte à se retrouver dans une époque qu'ils n'ont pas visée. Ouh, putain, ça fait beaucoup trop d'éléments hasardeux. Pour remonter dans le temps, il faudra qu'on ait le même nombre de gens qui viennent dans notre époque. Mais le problème, c'est que l'échange ne pourra se faire qu'à une seule condition. Est-ce que tu sais laquelle? Ça ne marche que si les voyageurs dans le temps font le même poids. Bravo! Franchement, moi, à leur place, j'aurais joué au loto. Hein. Donc tous les éléments sont réunis par le plus grand des hasards, et les personnes qui arrivent à la place des tortues arrivent dans les vêtements de celui qui voyage. Mickey a d'ailleurs eu l'idée de mettre un maillot pour que le prêtre qui est censé arriver à sa place ne se retrouve pas tout nu en arrivant. Par contre, je pense à un truc, vous allez vraiment réussir à nous faire croire qu'il y a des mecs, quelque part, qui font le même poids
est la même taille qu'une tortue mutante. Carapace, tout compris, hein. Mais bon, c'est un élément de plus qui est réuni, et autant vous dire que c'est Mickey qui a vu juste, car lorsque la garde royale du Daimyo va arriver dans le New York de 1993, ceux qui n'ont pas eu de short vont se retrouver dans une sorte de tenue à la Borat qui fait penser aux carapaces des tortues. Donc le voyage dans le temps arrive à créer du textile. Mais attends une minute, le bandana des tortues, c'est un vêtement? Ça veut dire que techniquement, il aurait pas dû voyager dans le temps avec les... Non, je déconne, hein, j'ai pas compris, c'est juste une incohérence de plus. Hein. Et j'ai même mal à mon bandana. Donc voilà comment le film arrive à s'auto-contredire lui-même dans ses règles de voyage dans le temps. Avec un Mickey qui assure qu'on doit s'habiller pour que les autres se retrouvent pas tout nus, sauf que les autres ne se retrouvent pas tout nus quand même, et qu'en plus de ça, les bandanas sont partis avec les tortues. On est dans la merde. Et pour ajouter de la pseudo-difficulté, le continuum espace-temps ne peut rester ouvert que pendant 60 heures. Ce qui pour le coup permet de synchroniser leur retour, toujours en espérant que quelque part dans l'espace-temps, 5 personnes ne tiennent pas le sceptre avec la corpulence de chacun. Ah là là, ils ont bien fait de les rajouter ces 60 heures dans leurs règles. Donc vous comprenez bien que les règles établies sont bien trop aléatoires, pour vraiment justifier une bonne histoire et suivre un fil qui aurait dû être plus simple. Et comme je vous le disais surtout, ne pas se concentrer uniquement sur le voyage dans le temps qui sert encore une fois à simplement justifier l'environnement. Oui, parce que tourner dans une forêt, forcément, ça réduit les coûts. Ainsi, on aurait pu se concentrer sur la mission principale sans désamorcer l'idée de base du film, et d'orienter son action dans le Japon féodal. Mais pourtant, à côté de ça, le film a su se nourrir de quelques débuts de bonnes idées. Ce qui nous amène donc à la 4e erreur du film, il ne développe aucune de ces bonnes idées. Première idée, des parchemins qui nous montrent des démons ayant déjà vaincu les ancêtres de Norinaga, en l'occurrence des démons tortues. On découvre dans le passé des parchemins mettant en scène des tortues mutantes identiques aux 4 frangins mangeurs de pizza. Ce qui pour le coup était une idée intéressante et ouvrait une question qui donne envie aux spectateurs d'en connaître les réponses. Ce qui en soi était une bonne idée et donnait plutôt envie aux spectateurs de connaître la suite et de comprendre comment les tortues pouvaient apparaître sur ces parchemins. Et vous êtes pas prêts pour la réponse parce que roulement de tambour, il n'y en a pas. Voilà comment on détruit une première bonne idée. Car sur le principe, les origines des tortues mutantes ne peuvent être transposées à un passé féodal. Il est donc impossible que nos tortues aient pu avoir des ancêtres qui aient baigné dans le même fluide. Donc si les scénaristes avaient fluidifié leurs règles de voyage dans le temps, voilà ce qu'ils auraient pu proposer avec ces parchemins. Hey, les frangins, venez jeter un œil. Tiens, j'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Oh, l'éclate. Les tortues auraient pu chercher l'époque où April est parti, partant trop tôt dans l'avenir et rencontrant l'ancêtre de Norinaga. Ainsi, les parchemins auraient pu être dessinés pour raconter cette histoire. Bon oui, tel que je vous le dis là, c'est un peu limite, mais ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu développer quelque chose d'intéressant, une espèce de sous-intrigue qui aurait pu donner une réponse à l'existence de ces parchemins. La bataille des 1000 sabres. 4 démons ont vaincu le Daimyo et son armée. Vous êtes revenus. Ouais, nous on aime bien faire un petit saut dans le coin tous les 3 ou 4 siècles. J'ai l'impression que tu as déjà eu une journée assez pénible. Alors, À la place, on a eu ça. celui-là me ressemble, mais il est plus moche. En fait, on dirait Raph. Non mais t'as vu ton pif, quoi? Mais ce n'est qu'une légende. Waouh, on fait partie de la légende et on est... C'est donc un schéma scénaristique intéressant, mais totalement mis de côté, comme un aveu des scénaristes de ne pas savoir clairement ce qu'ils allaient raconter dans ce film. Deuxième bonne idée, on l'a évoqué tout à l'heure, le retour de Casey Jones. Hey, Kazé, t'es revenu? Hé Ralph, ça a marché ta greffe du cerveau? Quoi? Très drôle. Bon, allez, on arrête avec ces enfantillages. Casey Jones était le grand absent du deuxième volet. Le premier se terminant sur un baiser avec April, qui aurait pu d'ailleurs développer une histoire ensemble dans le deuxième volet. Le troisième volet fait donc revenir Casey pour avoir un rôle clé dans le film, étant un des personnages les plus importants dans les résolutions de l'intrigue, comptant alors sur le charisme du personnage, son côté rebelle et anarchique, ne respectant que ses propres règles. Et Casey va être la nounou de Splinter. Ouais. Eh, coucou Spalier, papa t'en rond, Kazé. On t'a pas sonné pour défoncer des mâchoires et des crânes. Désolé, de vache. Désolé. Bah de quoi? Alors, qu'est-ce que t'attends de moi, Léo? Ralph, explique-moi. Donc on a une garde royale qui se trouve dans un monde qu'il ne connaît pas, des combattants aguerris sûrement apeurés par ce qui leur arrive et l'environnement dans lequel ils se retrouvent. Les ingrédients semblent assez réunis pour que ces combattants soient rapidement sur les nerfs et aient envie de se fighter.
Ce qui aurait pu donner un super combat entre Casey Jones et la garde, essayant de protéger Splinter. Puis par la suite, laisser Splinter éclaircir la situation, lui qui parle couramment japonais, expliquer aux gardes ce qui s'est passé et pourquoi pas leur apporter un peu de sagesse. On aurait même pu imaginer que les gardes s'échappent des égouts et se trimballent à New York, Casey Jones devant leur courir après. Ce qui aurait offert un arc narratif supplémentaire au film et une intrigue pour Casey Jones. Cet élément aurait également permis de développer la pertinence de la présence de Splinter dans le film, qui à chaque volet apporte une pierre à l'édifice grâce à sa sagesse, que ce soit dans la victoire contre Shredder dans le premier opus, ou de commencer un processus de formation avec le jeune Keno. Keno d'ailleurs, qui pour moi est le grand absent de ce troisième volet, et qu'on aurait dû revoir. Splinter aurait pu apporter une forme de paix aux yeux de la garde royale, qui aurait pu se sentir maltraité par Norinaga, accompagné en plus de Kenji, qui aurait pu chercher un peu de paix auprès de Splinter et mieux appréhender ses choix de vie par rapport à son père. Là où Casey Jones aurait pu s'occuper des gardes, Splinter aurait pu avoir un lien plus profond avec Kenji. Ainsi, on apporte du développement autour du personnage, on a la possibilité de le refaire évoluer et pourquoi pas avoir quelques enseignements de la part de Splinter où on capitalise sur un personnage populaire de la franchise pour le plus grand plaisir des fans. Ce qui nous amène à la troisième idée sous-développée, l'ancêtre de Casey Jones présent dans le Japon féodal. Alors déjà premier problème, une grosse ambiguïté sur le fait que ce personnage soit bien un ancêtre de Casey, pouvant simplement exister pour justifier d'une présence à l'écran supplémentaire pour l'acteur Elias Koteas. Casey? Mais bon, a priori, dans la mesure où tu prends le même acteur, techniquement, tu vas faire en sorte que les deux personnages aient un lien. Pour le coup, il aurait fallu exploiter cet ancêtre en développant une pseudo-intrigue amoureuse avec April. Par exemple, en nous expliquant alors ce qui aurait pu se passer entre elle et Casey depuis le premier volet, et surtout offrir un enjeu plus important au moment de découvrir que celui-ci n'est qu'un traître à la solde de Wilson. Créant alors un conflit de valeurs entre honorer une éventuelle parole donnée à April, aidant ainsi la jeune femme et les tortues, soit dans leur combat, soit dans leur possibilité de repartir dans le temps. Donc en réalité, en mettant en place un ancêtre de Casey Jones dans le Japon féodal, il y avait une autoroute de possibilités et de choses à faire. Ce qui aurait même pu faire écho avec le développement que je vous ai proposé autour du potentiel arc de Casey dans le film. Les gardes qui le reconnaissent par exemple et qui connaissent sa tête et qui savent que c'est un traître à la solde de Wilson, par exemple, il y avait plein de trucs à proposer. Les scénaristes font donc le choix de privilégier une sorte d'intrigue amoureuse un peu malaisante, faisant en sorte que Michelangelo tombe amoureux de Mitsu. Histoire qui bien sûr ne pourra avoir de développement du fait de l'engagement amoureux de Kenji et Mitsu, mais surtout par le fait que c'est juste dégueulasse en fait, c'est une tortue mutante. Les relations interespèces m'ont toujours un peu dérangé. Malgré le côté anthropomorphique qui nous fait des fois oublier que ce ne sont pas des humains, comme dans La planète des singes de Tim Burton où il embrasse carrément un singe, ou encore à la fin des Gremlins 2 où on voit le mec carrément envisager un rapport intime avec la créature. Oui bon, c'est vrai que dans les Gremlins c'était du second degré. Ce troisième volet des Tortues Ninja va être, comme vous le savez, un énorme bide, que ce soit du point de vue de la presse, mais également des spectateurs. Et le film va quasiment presque marquer la fin d'une époque pour les tortues. Laissant très peu d'espoir quant à voir un jour un quatrième volet se développer au cinéma. Projet qui va d'ailleurs exister et qui va évoluer par la suite vers la série Tortues Ninja Next Mutation dont on parle dans cette vidéo. Du côté des fans de la licence, le plus gros reproche qui est fait au film est sans nul doute le fait qu'aucun antagoniste important des Tortues Ninja ne soit présenté dans le film. Ce qui aurait pu faire écho au matériel de base. Car sur le principe, proposer une idée originale, c'est pas forcément déconnant, même bien au contraire, ça peut être efficace. Cependant, dans cette idée originale, il faut pouvoir tout de même se servir de matériaux bruts et reprendre des personnages qui existent dans la licence pour pouvoir faire écho à ce qui a plu aux fans. Ce film souffre du fait que, comme beaucoup de suites, celui-ci est conçu dans le désordre, par une volonté de faire un troisième opus sans vraiment avoir une idée originale qui doit lancer un projet ambitieux. Ce film est de ce fait la plus mauvaise adaptation en live-action des Tortues Ninja au cinéma. Les Tortues Ninja, c'est pas du bidon. Léon tape la patte. Et ouais, super et vive le rock'n'roll. Et c'est là-dessus que nous terminons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, booster. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre de soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.